Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Yako à tous nos frères et sœurs qui sont frappés par les inondations. Ce n'est pas facile qu'ils trouvent la consolation. En tout cas, je pense à eux. Moi qui, il y a quelques années aussi, ai connu une inondation chez moi à la maison. Je sais ce que c'est. Voilà, donc je connais leur souffrance. Alors, je voudrais poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui nous permet aussi de comprendre la crise actuelle, cette crise internationale dont le point focal est l'Ukraine. Alors voilà ce qu'il écrit ici, au 3e chapitre. Il a intitulé ça « La tête de pont de la démocratie ». Je suis sûr que, bon, je le dis déjà, ce titre déjà, je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il compte montrer que les États-Unis sont la tête de pont de la démocratie. Oh non, voilà. Les faits ne disent pas cela. Alors il écrit, l'Europe est l'allié naturel de l'Amérique. L'une et l'autre partagent les mêmes valeurs, puisent pour l'essentiel dans un fond religieux commun et s'inspirent dans la sphère politique de la même culture démocratique. C'est pas vrai. L'Europe n'a pas connu que la démocratie, qui est en fait le pouvoir de la bourgeoisie industrielle et financière. Voilà, c'est ça les faits. C'est le pouvoir de la bourgeoisie financière et industrielle. C'est ça ce qu'ils appellent la démocratie. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe a connu aussi le fascisme. Ah oui. Il ne faut pas croire que parce que les nazis allemands et les fascistes italiens, etc., ont été écartés, que le fascisme n'a pas eu de succès en Europe. Le fascisme a eu du succès en Europe, il faut l'avouer. Hitler avait d'abord tenté un coup d'État, mais par la suite, il est arrivé normalement au pouvoir. Il est arrivé normalement au pouvoir. Voilà. C'est ça, il faut comprendre cela. Voilà. Par ailleurs, une grande majorité des Américains a des origines sur le continent. Sur ce continent, d'accord. Aujourd'hui, l'Europe est engagée dans une expérience novatrice, l'intégration économique tout d'abord et à terme politique des États-nations dans une union supranationale. Cette perspective ambitieuse représente une rupture décisive dans les visions étroites et les passions destructives de l'âge des nationalismes. Mais les gens se trompent sur la question de l'Union européenne. Parce que certains envisagent faire un État supranational. Ce n'est pas possible. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Les États-nations demeurent. Pourquoi? Parce qu'il y a la culture française. La culture française n'est pas la culture germanique des Allemands. La preuve, est-ce que les anglo-saxons ne se sont pas retirés de l'Union européenne? Est-ce que la Grande-Bretagne ne s'est pas retirée de l'Union européenne? On a parlé de Brexit. Mais aujourd'hui, j'entends sur les réseaux sociaux des Français qui parlent de Frexit, c'est-à-dire qu'il faut que la France quitte l'Union européenne. Parce que beaucoup de gouvernements se rendent compte que, en fait, le pouvoir sur certains points les échappe. Et que ce sont simplement des fonctionnaires qui sont à Bruxelles qui prennent des décisions, qui échappent même aux élus que sont des premiers ministres élus ou bien des présidents élus. Voilà les faits. Donc, cette union supranationale, je ne pense pas que ça va fonctionner. Je ne pense pas. Parce que les cultures nationales sont ancrées. Voilà. L'Italien, il est attaché à son Italie. Voilà. Parce qu'il y a une culture et toute une histoire de l'Italie. C'est la même chose aussi pour l'Espagne, etc. Donc, je pense que ce projet, à terme, n'est pas viable. Voilà. D'ores et déjà, l'Europe est la région du monde où fonctionne le plus grand nombre d'organismes multilatéraux. Voilà. Si elle réussit, l'unification politique créera une entité de presque 400 millions d'habitants vivant sous un même toit démocratique et bénéficiant d'un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. L'Europe sera alors sans conteste une puissance globale. Bon, ça c'est une hypothèse qu'il émet. Est-ce que c'est ce qui se fait encore aujourd'hui? Parce que moi je le dis, même encore aujourd'hui dans l'Union européenne, les autres Européens se méfient de l'Allemagne.
L'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne. Mais il y a d'autres qui continuent de se méfier de l'Allemagne. À cause de l'histoire. Voilà, à cause des faits historiques. À cause de ce que le nazisme a fait. Et a produit en Allemagne. Ça, il faut savoir ça. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde les choses, la façon dont les Allemands se conduisent alors qu'ils sont la première puissance économique et industrielle de l'Europe et que ils reçoivent pour leur énergie, pétrole et gaz, près de 60% de leur ravitaillement des hydrocarbures qui viennent de la Russie. Mais ils ne savent pas que cela va affaiblir leur industrie. Celui qui a parlé avec vérité, c'est le premier ministre Orban de Hongrie. Il dit non, il ne peut pas se passer du gaz et du pétrole russe. Mais si les Allemands se laissent faire ainsi, mais leur économie va péricliter. Et cela va toucher toute l'Union européenne. Voilà. Donc c'est des commentaires que je fais, c'est ça les faits. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une nouvelle fonction. Elle fournit un tremplin à l'expansion de la démocratie vers l'est du continent. Après la chute du mur de Berlin en 1990, l'élargissement de la communauté européenne peut servir à consolider cette victoire. À terme, elle devrait ainsi retrouver une ère originelle. L'Europe pétrine définie par un héritage commun. Bon, je l'ai vu tout à l'heure, il a parlé d'un héritage religieux commun, mais ce n'est pas vrai. Parce que beaucoup d'Européens ont tourné le dos au Christ. Et la plupart de leurs dirigeants sont de la franc-maçonnerie, tout comme d'ailleurs les dirigeants américains. S'il dit que c'est la franc-maçonnerie qui les lie en tant que dirigeant d'Europe et dirigeant des États-Unis, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Voilà, là, je suis d'accord. Mais pour le reste, je dis non. Tu sais, un réseau de relations avec les États situés plus à l'est, elle exerçait alors un formidable pouvoir d'attraction sur l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Bon, la Russie même était prête à entrer dans ces organisations européennes. Ils ont dit non. Parce que sur l'échiquier, il faut que la Russie soit soumise. Parce qu'on sent que c'est une puissance. Voilà. Mais la Biélorussie, si ça n'a pas marché, c'est avec l'Ukraine qu'ils ont tenté. Ils ont réussi ça en partie. Avec malheureusement des néo-nazis. Et voilà qu'il y a la guerre. Parce que depuis pratiquement 1900, je ne sais pas si c'est 1914, que le gouvernement de Kiev bombarde les zones russophones, pour ne pas dire russes, du Donbass. Voilà les faits. La dynamique ainsi créée permettrait de les entraîner dans une coopération accrue et de renforcer la légitimité des principes démocratiques. Il faut reconnaître, par rapport à ce que dit ici Brzezinski, que beaucoup de pays de l'Europe de l'Est ont intégré quand même l'Union européenne. Ça, c'est clair. La Pologne, la République tchèque, etc. ont intégré l'Union européenne. Ça, c'est clair. Surtout, l'Europe est la tête du pont. Voilà. Surtout, l'Europe est la tête du pont géostratégique fondamental de l'Amérique. Ah oui. Pour l'Amérique, les enjeux géostratégiques sur le continent eurasien sont énormes. Plus précieux encore que la relation avec l'archipel japonais. L'Alliance Atlantique lui permet d'exercer une influence politique et d'avoir un poids militaire directement sur le continent. Au point où nous en sommes, des relations américano-européennes, les nations européennes alliées dépendent des États-Unis pour leur sécurité. Si l'Europe s'élargissait, cela accroîtrait automatiquement l'influence directe des États-Unis. Mais ça pose un problème. Est-ce que, avec la crise en Ukraine, on a vu dernièrement le président Biden déclarer qu'ils vont renforcer leurs troupes, les troupes américaines qui sont en Europe. Tous les pays de l'OTAN, là, lui, il va envoyer des troupes américaines. Mais c'est vrai. Dans un premier temps, peut-être ils vont accepter ça. À cause de ce qui semble être pour eux la menace de la Russie. La menace de la Russie. Mais vous pensez que les citoyens des différents pays d'Europe vont être contents de voir des soldats américains plastronnés dans leur ville? Ça ne va pas durer longtemps. Et ça, c'est une hypothèse que j'émets. Parce que quand une armée est dans un pays, à tort ou à raison, à un moment donné, les citoyens de ce pays-là
ne supporte plus la présence de cette armée étrangère, même si elle est censée être là pour le pays. Ah oui, parce que ça frustre les nationalistes. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est une vision d'avenir, une idée et un but. Ce n'est pas une réalité. L'Europe de l'Ouest a cette réussi à mettre sur pied un marché commun, mais son unité politique est encore dans des lemmes. S'il fallait en fournir une preuve, son absence continue tout au long de la guerre en Est-Yougoslavie, qui en serait la plus cruelle. Pour le dire sans détour, l'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain et ses États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires. Vous entendez ce qu'il dit? Vous entendez ce que Brzezinski dit? Mais c'est ça la réalité. Je reprends, c'est très intéressant ce qu'il dit. Pour le dire sans détour, l'Europe de l'Ouest reste dans une large mesure un protectorat américain et ses États rappellent ce qu'étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires. Mais est-ce que les Européens vont continuer d'être des vassaux de l'Amérique? Parce qu'on a vu dernièrement le chancelier allemand dire que l'Allemagne va renforcer ses capacités militaires. Et il a indiqué un chiffre important pour la remilitarisation de l'Allemagne. Pour la remilitarisation de l'Allemagne. Mais vous pensez que si l'Allemagne commence à consacrer des milliards d'euros pour sa militarisation, pour son armement, est-ce que ça, ce n'est pas une crainte pour les Français? Ce n'est pas une crainte pour les Belges? Ce n'est pas une crainte pour les Polonais? Ah si. Ah si. Et effectivement, on voit bien que l'Union européenne, c'est un protectorat américain. Et c'est pour ça que, sans même un référendum des peuples de l'Union européenne, le président Joe Biden se permet de dire que lui, il va renforcer la présence des troupes américaines dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Voilà le problème. Mais on verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais je pense que ça ne va pas bien se terminer. Non. Ces pays-là, dans un premier temps, ils vont accepter les troupes américaines, mais ils ne seront pas contents. C'est comme dernièrement, on a vu Macron qui a décidé comme ça d'envoyer 500 soldats français en Roumanie. Vous pensez que les Roumains vont être contents de voir chaque fois dans leur rue le passage des soldats français sous prétexte qu'on veut les protéger de l'ours russe? Non, ils ne vont pas aimer ça. Voilà. Parce que la présence d'une armée étrangère n'est jamais bonne. Et aucun individu qui aime son pays n'aime cela. Voilà, n'aime cela. N'aime la présence d'armées étrangères. D'ailleurs, on a vu De Gaulle, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a demandé aux troupes américaines d'entrer chez elles, de quitter le territoire français. Bon. Voilà les faits. De nombreux États connaissent une crise de confiance et ont perdu de leur élan créatif. Ils se replient sur leurs problèmes intérieurs et fuient les grands dilemmes internationaux. Les Européens souhaitent-ils, dans leur majorité, que l'Union joue un rôle majeur sur la scène mondiale et sont-ils prêts à payer le prix? Mais voilà le problème. C'est pour ça qu'à un moment donné, le président Trump, quand il était au pouvoir, il a dit que lui, il va restreindre la contribution des États-Unis à l'OTAN. Parce qu'il trouve que les Américains, les États-Unis payent trop pour l'OTAN et que les autres ne font pas grand-chose. Mais le mieux, c'est que chaque pays renforce sa propre sécurité militaire que de compter seulement sur, je peux dire, la protection sécuritaire des États-Unis. Est-ce que les États-Unis même ont les moyens totalement de protéger les autres, de protéger l'Union européenne? Je ne suis pas sûr. S'ils étaient si forts, on n'allait pas voir la débâcle du retrait de l'armée américaine en Afghanistan et plusieurs années avant de la Somalie. Parce que leur opération Restore Hope en Somalie, quand Bill Clinton était au pouvoir, ça a été un fiasco total. L'idée européenne a de plus en plus été prise en charge par le lourd appareil bureaucratique créé autour de la communauté européenne et de son successeur institutionnel, l'Union européenne.
L'unité suscite encore l'adhésion populaire, mais avec peu d'enthousiasme. Ah ouais, c'est ça, de passion et de souffle. D'une manière générale, l'Europe de l'Ouest donne aujourd'hui l'impression d'un conglomérat de sociétés affectées par un malaise social chronique, prise dans la routine, sans élan ni perspective large. Voilà. Parce que mais les peuples de l'Union européenne se rendent compte que les dirigeants ont un agenda hein, dont ils ne sont pas informés. On prend des décisions sans passer par les peuples de l'Union européenne. Or, comment est-ce qu'un peuple est rendu souverain sur chaque question qui le concerne? C'est par les référendums. C'est par des référendums. C'est par des référendums. Or, c'est ce que les gens ne font pas. Ils ne font pas des référendums. Donc, les peuples de l'Union européenne sentent que hein, le pouvoir qui leur est dévolu, en fait, est en train de leur échapper. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. Pour autant, les élites politiques des deux nations déterminantes, la France et l'Allemagne, continuent à respecter leur engagement et consacrent toujours leurs efforts à la construction de la nouvelle Europe politique. Elles en sont les architectes en chef. Au prix d'un engagement commun sans réserve, elles seraient en mesure de construire une Europe à la hauteur de son passé et de son potentiel. Mais des différences subsistent entre leurs projets et aucune des deux n'est assez forte pour imposer ses vues. Ah non, ça ce n'est pas sûr. En tout cas pour l'instant, la voix de l'Allemagne tonne plus que les autres voix. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le contrôle de l'euro, la monnaie européenne, c'est surtout dans la main de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Voilà, ça c'est les faits. C'est ça. La banque centrale de l'Europe est où? De l'Union européenne est où? C'est en Allemagne. Si je ne me trompe pas, c'est bien en Allemagne. Dans ce contexte, les États-Unis ne doivent pas hésiter à prendre des initiatives décisives. Ils doivent s'engager en faveur de la cause européenne, faute de quoi le processus d'unification s'arrêtera et pourra même régresser. Ah oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit là, les peuples constatent que les décisions viennent de Bruxelles. Et que ce ne sont pas les présidents élus ou bien les premiers ministres élus qui ont le contrôle des décisions. Moi, par exemple, je le dis, je suis étonné que ces temps-ci, que ce soit la réunion du G7, la rencontre de l'OTAN, Madame van der Leyen, Ursula van der Leyen, elle fait quoi là-bas? Elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Je crois qu'elle est, je ne sais pas si c'est secrétaire général de l'Union européenne, quelque chose comme ça, mais elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Vous voyez? Donc, elle n'est pas élue, elle va à des rencontres qui concernent des chefs d'État et de gouvernement. Cela veut dire que Bruxelles, c'est-à-dire que l'aspect administratif de Bruxelles prend trop d'importance. Voilà, prend trop d'importance. Or, c'est le politique. Hein, le politique élu, c'est lui qui doit décider en fait. Voilà. Donc, cela veut dire que le fonctionnement de l'Union européenne ne donne pas satisfaction totalement aux gens. Voilà, ça ne donne pas satisfaction aux gens. Ça, c'est ça les faits. À travers la Constitution européenne, la France vise la réincarnation, l'Allemagne la rédemption. Ces différences de motivation expliquent une bonne part des divergences substantielles entre les projets des deux acteurs. L'Europe fournit à la France le moyen de renouer avec sa grandeur passée. Avant même la Deuxième Guerre mondiale, ces spécialistes des relations internationales s'inquiétaient du déclin progressif de l'Europe dans le monde. À l'époque de la guerre froide, cette crainte s'est muée en ressentiment contre la domination anglo-saxonne sur l'Ouest et s'est produite par un mépris affiché pour l'américanisation de la culture occidentale. La création d'une véritable Europe de l'Atlantique à l'Oural, selon les termes du général de Gaulle, vise à mettre un terme à cette situation inadmissible. Et ce projet, puisqu'il doit être conduit depuis Paris, rendra à la France la grandeur qui, selon ses citoyens, correspond à la destinée élective de la nation. Mais non. On se rend compte qu'une bonne partie des revenus de la France vient en fait hein, des pays de son précaré,
dont elle s'accapare les richesses à travers le franc CFA. Mais ça ne peut pas continuer. Et on voit cette situation-là d'un conflit pratiquement larvé qui va devenir réel entre la France et puis ses ex-colonies en Afrique. Voilà. Et je me rends compte que les politiciens français aujourd'hui ne comprennent rien. Ils parlent des sentiments anti-français. Mais il faut qu'ils changent leur paradigme. Il faut que la France vive par ses propres moyens. Et non pas s'appuyer et piller ses ex-colonies, ce qu'elle appelle ses précarés. Voilà le problème. Parce qu'on sent que c'est aussi cela qui est à la base des jeunes subsahariens migrants qui traversent le Sahara et qui beaucoup vont mourir dans la Méditerranée. Voilà, encore dernièrement, il y a eu ce scandale-là de plus d'une trentaine de ces jeunes migrants subsahariens qui ont été carrément tués au Maroc parce qu'ils voulaient passer la frontière entre le Maroc et l'Espagne par l'enclave de Melilla. Voilà les problèmes. La France doit pouvoir vivre sur elle-même. Le problème, c'est qu'elle est fortement endettée. Elle est fortement endettée. En principe, l'Union européenne doit prendre des mesures restrictives contre la France. Parce que quand la Grèce a eu ces problèmes-là financiers, la Grèce a été traitée durement. On lui a imposé des mesures très drastiques. Mais pourquoi est-ce qu'il n'ose pas le faire encore pour la France? Mais ça va arriver. Et alors la France sera humiliée. Ça va arriver. Donc voilà un peu cela. Je voudrais m'arrêter à ce niveau-là. Et quand Brzezinski dit que vraiment l'Union européenne est un protectorat des États-Unis, c'est vrai. C'est vrai. Cela a commencé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Mais est-ce que cela devrait continuer? Est-ce que cela devrait continuer? Est-ce que cela devrait continuer? C'est ça le problème. Est-ce que cela devrait continuer? Surtout qu'avec la crise en Ukraine, l'atmosphère de la russophobie, la crainte du russe, fait que, bon, Joe Biden dit qu'il va envoyer les troupes américaines un peu partout dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Est-ce qu'ils vont accepter cela? Que des soldats américains soient dans leur pays. Et puis, est-ce que les États-Unis, qui sont aussi très endettés, vont avoir les moyens financiers d'envoyer des troupes un peu partout dans l'OTAN? Parce que quand on envoie des troupes, il faut les entretenir, il faut les financer. Avant, quand le dollar était, je peux dire, la monnaie de référence internationale, ce à quoi, dernièrement, la Russie et la Chine viennent de mettre fin. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent utiliser maintenant leur propre monnaie pour leurs échanges et puis aussi s'appuyer sur l'or. Mais cela veut dire que les Américains ne pourront plus utiliser la planche à billets comme ils le faisaient naguère, quand le dollar était vraiment la monnaie de référence commerciale. Mais donc ça a pris fin. C'est en train de prendre fin. Ça a pris fin même. Ça a pris fin. Donc, ils ne pourront pas faire tourner la planche à billets comme ils le veulent. Voilà la situation. Donc je vous remercie. C'était un pan de l'ouvrage de Brzezinski que je vous présentais, que j'ai commenté. Ce qu'il faut retenir, vous savez, ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Il dit l'Union européenne est un protectorat des États-Unis. Je répète, c'est ce que Brzezinski a dit. Il dit que l'Union européenne, là, c'est un protectorat des États-Unis. Et c'est ce qui explique que dernièrement, le président Joe Biden, voilà, Joseph Robinette Biden, dit que lui, il va envoyer des troupes américaines partout dans les pays d'Europe qui sont dans l'OTAN. Vous serez content de voir des soldats américains plastronnés dans vos villes. On va voir si vous allez aimer ça pendant longtemps. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.